Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Sydney Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans l'épisode numéro 3, nous allons parler des pionniers du cinéma, au programme les premières salles du cinéma, les premiers trucages, mais également un film, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action! Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous sommes à l'épisode 3 et nous allons parler des pionniers du cinéma. Mais avant de parler donc des premiers trucages et du film à l'honneur Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, je vais faire un petit retour concernant les premières salles de cinéma. Comme je le disais dans l'épisode 1 et l'épisode 2 concernant la naissance du cinéma, ses origines, j'avais parlé des premières séances publiques des Frères Lumière. Mais avant cela, il est vrai que les premières séances publiques ont été celui d'un dessin animé peint directement sur pellicule. Il s'agissait des Pantomimes lumineuses. Et cela a été projeté sur écran devant un public assemblé. Cela a eu lieu le 28 octobre 1892 au sous-sol du musée Grévin, organisé par l'inventeur du théâtre optique, Émile Reynaud. S'ensuivit, il est vrai, de la première projection publique de vues photographiques animées qui a été organisée à Paris, comme je le disais à l'épisode 2, le 28 décembre 1895 par les Frères Lumière, notamment par le père Antoine Lumière. C'était une petite aparté concernant les premières salles de cinéma. Mais le plus important, ce sont les premiers trucages, parce que aujourd'hui, quand on regarde un film, il y a énormément d'effets spéciaux, de trucages, etc. Même si on a la modernité, la technologie, à l'époque, on faisait tout manuellement. Mais me diriez-vous, comment sont arrivés les premiers trucs ? Alors, quelques mois après avoir découvert les premiers films cinématographiques, les spectateurs commencèrent à se lasser de ces documentaires qui ont tous le même air de carte postale animée. Beaucoup ressentent le besoin de fiction originale et dramaturgie. La ciné-réalité ne leur suffit plus. Les cadreurs reporters qui se contentent de capter platement le monde réel vont progressivement laisser leur place à des cadreurs metteurs en scène soucieux d'intensifier la vie, de l'optimiser, de la métamorphoser pour faire rêver. Parmi eux figure un ancien illusionniste qui va se révéler un visionnaire aussi doué que prolixe. Son nom est donc Méliès. Début juillet 1896, Georges Méliès est installé place de l'Opéra, en train de filmer tranquillement l'omnibus Madeleine-Bastille. Soudain, le mécanisme de sa caméra à manivelle se bloque. Ce sera sa chance. Pestant devant ce bourrage de pellicule, qui lui fait perdre un temps précieux, et de l'argent surtout, Méliès débraye puis rembraye le mécanisme, tout en gardant un œil sur son viseur. Moins d'une minute plus tard, la pellicule reprend son cours, normal au moment précis où un corbillard vient de passer. Méliès, qui sait que les véhicules ont changé, maudit intérieurement cet incident, car plus rien ne fonctionne. En effet, lors de la projection, sa surprise est totale. Par la grâce d'un simple changement de plan, ses yeux voit le bus se transformer en corbillard et des hommes se métamorphoser en femmes. Ce premier trucage involontaire, nommé plus tard trucage à arrêt, lui donne immédiatement l'envie de refaire cette expérience de substitution. Plus encore, il lui donne l'idée d'expérimenter toute une série de trucages et d'effets spéciaux. Méliès a déjà compris que le cinéma peut servir à transfigurer la réalité. Il est vrai que dès la naissance du kinétoscope et du cinématographe, les premiers réalisateurs testent les possibilités de l'appareil de prise de vue. Alors que certains cinéastes américains usent d'effets discrets pour donner l'impression d'agrandir les décors et minimiser les risques liés aux cascades, en France, les expériences fantastiques de Georges Méliès entraînent les effets spéciaux vers le spectaculaire et le film à trucs, qui consiste essentiellement à faire exister à l'écran un miracle visuel sur une base narrative généralement très simple. Dans les premiers temps, les pionniers sont des artisans qui reprennent les techniques photographiques, le fond noir, la surimpression, les caches ou théâtrales, les décors, accessoires truqués, la pyrotechnie, etc. Tout en découvrant de nouvelles techniques propres au cinéma, comme l'animation image par image, les trucs par arrêt de caméra qui sont à la base de toute disparition, transformation et substitution. Méliès est donc copié dans le monde entier. Et peu à peu, le truc devient une technique comme une autre dans la chaîne de fabrication d'un film. Mais saviez-vous qu'un petit peu avant Méliès, il y a eu, en août 1895, le premier film truqué de l'histoire du cinéma. Il s'agissait de l'exécution de Marie, reine des Écossais, d'Alfred Clark.
qui s'intitule en anglais The Execution of Mary, Queen of Scots. Clark le fait pour le kinésoscope d'Edison, dispositif de visionnement individuel antérieur au cinématographe lumière. Le film montre la décapitation au moyen d'un arrêt de la caméra qui intervient au moment où le bourreau lève la hache. Les figurants restent immobiles le temps de remplacer l'interprète de Mary, qui était en réalité joué par un homme, par un mannequin, puis la prise de vue reprend. Mais cet arrêt de caméra seul ne suffit pas. L'entraînement de la pellicule ne pouvant stopper instantanément, il faut couper la pellicule, retirer les quelques images enregistrées au moment de l'arrêt et ressouder la pellicule pour pouvoir la projeter. Avec le fondu enchaîné, ce trucage constituera pendant longtemps l'un des principaux moyens d'apparition, de disparition, de substitution et de transformation à vue d'êtres et d'objets à l'écran. Il y a eu par la suite, dès 1896, Méliès qui fait aussi des films à trucs. Je vais volontairement passer le Méliès. Pourquoi ? Parce que je vais revenir dans la deuxième partie de cet épisode pour vous expliquer qui était Méliès, ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. Et ainsi parler de son film qui est à l'honneur aujourd'hui, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Je saute donc directement en 1903, car je ne veux pas parler de Méliès tout de suite, pour vous parler d'un film un peu western de l'époque. Ça s'appelle Le vol du Grand Rapide d'Edwin Porter, dans The Great Train Robbery d'Edwin Porter, qui recourt à une technique issue de la photographie, le cache contre cache, déjà utilisé par Méliès, mais également en 1902 dans Flirt en chemin de fer. Afin de truquer son décor de manière invisible, il va avoir recours donc au cache contre cache. Le principe consiste à impressionner un même fragment de pellicule à 2 reprises, c'est-à-dire, Porter va filmer d'abord l'action qui se déroule à l'intérieur de la gare, en masquant la zone de la fenêtre par un cache noir. Puis il rembobine la pellicule et protège la zone déjà filmée avec un contre-cache noir, complémentaire du cache précédent donc. La zone de la fenêtre occultée lors de la première prise est exposée à l'arrivée d'un train. Une fois développée, l'image contient à la fois la gare et visible à travers la fenêtre l'arrivée du train. Ce trucage vise à accentuer la crédibilité à la scène en donnant l'impression qu'on a filmé dans une vraie gare, ce qui était alors impossible à l'époque pour un ensemble de raisons pratiques, économiques et techniques. En 1907, il s'agit de Missions of California de Norman O'Donnell. Filmant des missions californiennes abîmées par le temps, Norman a l'idée de les restaurer en plaçant entre la caméra et le bâtiment une plaque de verre sur laquelle sont peints les éléments architecturaux manquants ou dégradés. En appliquant à sa peinture les mêmes perspectives, ombres et textures que celles de la mission filmée, il atteint une illusion convaincante. Enregistrée par la caméra, la peinture se fond dans le bâtiment et l'agrandit ou le répare visuellement. Cette technique nommée Glass Shot sera bientôt complétée par le Matte Painting, qui repose sur le même principe, agrandir ou modifier un décor par une peinture sur une vitre, mais qui utilise en plus un cache noir et son contre-cache, matte en anglais. Sur une vitre, la forme noire qui remplace les parties manquantes ou abîmées d'un bâtiment est placée devant l'objectif afin de garder vierges les zones correspondantes sur la pellicule non développée. Zones vierges sur lesquelles est enregistrée plus tard en studio la peinture des parties en question, en occultant cette fois les zones déjà impressionnées de la pellicule. En 1908, l'hôtel électrique de Segundo de Chomón va prendre un virage. Alors qu'il développe pour pâter des films à trucs à la manière de Méliès, l'espagnol Segundo de Chomón utilise l'animation image par image, soit du stop motion, pour créer des effets spectaculaires. Une fusée semble se mouvoir sur le tableau noir d'Excursion dans la Lune, remake du Voyage dans la Lune de Méliès, sans intervention humaine apparente. Des objets se déplacent et des sculptures se créent dans l'hôtel électrique et dans Sculpteur moderne. Dès 1906, aux États-Unis, James Stuart Blackton utilise la stop motion, qui prend en France le nom de mouvement américain. Il est difficile d'établir précisément la paternité de cette technique, forme évoluée du trucage par arrêt de caméra. Grâce à elle, dans les années 1906-1908, Chomón anime des objets en 3 dimensions dans des films de fiction avec acteurs. Mais dans le sillage de Blackton, elle va de plus en plus servir à animer des dessins. Le film d'animation sera porté par les pionniers Emil Cole et Winsor McKay. Puis, en 1914, il y a eu Cabiria de Giovanni Pastrone. Outre de somptueux décors et costumes antiques, une histoire épique et de nombreux mouvements de caméra, la super production italienne Cabiria utilise le savoir-faire du truqueur et opérateur des Segundo de Chomón. Non crédité au générique, bien qu'on lui doive de nombreux effets du film, dont les yeux et les mains géants rêvés par un personnage, ou encore l'idée d'effectuer des mouvements de caméra en plaçant celle-ci sur un chariot.
À la différence de Georges Méliès, qui n'explorera cette voie que tardivement, Chomonn va rapidement se spécialiser dans les trucages intégrés au récit, plutôt que seul en scène. Sur le tournage de Cabiria et du Napoléon d'Abel Gance en 1927, il préfigure un métier, celui de superviseur des effets spéciaux, dont le travail consistera à réaliser des effets en lien avec les autres interventions filmiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur les pionniers du cinéma, donc vraiment la création des films à trucs, les trucages au cinéma. Bien sûr, il y a un âge d'or des films à trucs, j'en parlerai dans un autre épisode. Je vais maintenant commencer la partie de Méliès, vous expliquer qui était cet homme, ce qu'il a fait, pour en venir ensuite au voyage dans la Lune, donc Georges Méliès. Il va tout naturellement s'appuyer sur son expérience d'illusionniste pour mettre en scène de courtes scénettes de fiction. Ses sources d'inspiration proviennent directement du music-hall ou du vaudeville, la transformation en squelette puis la disparition d'une femme, comme dans Escamotage d'une dame en 1896, un Christ sur la croix se métamorphosant en une attrayante créature féminine, il s'agit de La tentation du Saint-Antoine en 1898, un portrait s'animant tel un miroir dans Le portrait mystérieux en 1899, un Christ marchant sur les eaux en 1899, un musicien se démultipliant en 7 instrumentistes dans L'Homme Orchestre en 1900. Il y a un film en 1898 qui a d'ailleurs fait parler de lui. Il s'agit d'un homme de tête. Pourquoi ? Parce que Georges Méliès utilise la technique de l'arrêt de caméra, mise au point dans l'exécution de Marie, reine des Écossais, afin de produire des effets spectaculaires comme dans son premier film à trucs, Escamotage d'une dame, chez Robert Houdin en 1896, qui va enchaîner disparition, apparition et transformation. Donc dès 1898, Méliès teste déjà des trucs hérités de la photographie. Les sels d'argent qui recouvrent la pellicule sont sensibles à la lumière, tant que la pellicule n'est pas développée. L'obscurité laisse la pellicule vierge. Pour un homme de tête, Méliès se filme à 4 reprises sur la même pellicule avant qu'elle ne soit développée. Il interprète tout d'abord son personnage en pied, puis rembobine la pellicule, vide le champ déjà filmé qui devient aussi entièrement noir. Et il y filme aussi seulement sa tête qui semble posée sur une table, son corps étant masqué par un tissu noir. Puis il recommence l'opération à 2 reprises, en plaçant chaque fois sa tête à un endroit différent. De surcroît, la bande comporte des arrêts de caméra qui créent une illusion que Méliès s'arrache la tête à 3 reprises. Mais Méliès va également s'inspirer des récits de Jules Verne pour faire des films. Il va s'inspirer de Jules Verne avant de tourner Le Voyage dans la Lune en 1902, mais il va également faire 20 000 lieues sous les mers en 1907 ou À la conquête du pôle en 1912. Le Voyage dans la Lune. En 1902, Méliès réalise le premier film d'anticipation, Le Voyage dans la Lune, inspiré, comme je le disais, de Jules Verne, qui dure une 12aine de minutes. Il y emploie quasiment toutes les techniques de trucage de l'époque. Arrêt de caméra pour faire disparaître les sélénites, surimpression sur fond noir, les planètes au-dessus de la tête des explorateurs endormis, décors truqués, champignons géants, maquette, remorquage de la fusée, pyrotechnie, explosion des sélénites. Un dispositif permet également d'agrandir le visage de l'acteur qui interprète la Lune afin de donner l'illusion qu'on s'approche de celle-ci. La caméra ne pouvant bouger, l'acteur est placé dans une caisse à roulettes qui parcourt un plan incliné pour que la Lune, se rapprochant de la caméra, soit toujours au même niveau dans le plan. Sans cette pente, le visage de l'acteur aurait fini par monter dans l'image. Ce film, à succès, reconnu dans le monde, copié également dans le monde entier, fait entrer les trucs dans une ère complètement différente. Le récit prend une importance croissante, aussi spectaculaire soient les effets. Comme je le disais, Méliès mit au point et utilisa abondamment le principe du cache contre cache, permettant une juxtaposition ou une accumulation d'éléments visuels. Sa technique consistait à filmer une partie de l'image grâce à un cache, puis à filmer ensuite l'autre partie grâce à un contre-cache, comme je le disais plus tôt. Le mélange final des 2 images aboutissait à une image originale associant les 2 éléments. Ne disposant alors d'aucun moyen moderne de retouche informatique, Méliès effectuait tous ses trucages en direct au moment même du tournage. Sa technique de surimpression et d'incrustation par cache contre cache a été abondamment reprise, mais notamment pour King Kong de Merian Cooper et Ernest Schoedsack en 1933 ou dans Les 10 commandements de Cecil B. DeMille en 1956. Aujourd'hui, le principe de ce procédé est toujours valable.
Simplement, il est vrai qu'au lieu de passer du temps à dessiner des caches puis des contre-caches, Peter Jackson ou encore James Cameron filment directement l'élément sur un fond bleu ou vert. Ensuite, il leur suffit simplement, grâce à une programmation de filtres couleurs pour gommer le bleu ou le vert, de retrouver l'élément automatiquement détouré, prêt à être directement incrusté n'importe où. Ils font exactement pareil avec les acteurs habitués à se prêter au jeu. Donc on peut dire que Méliès a créé le principe d'effets spéciaux au cinéma. Hormis le succès qu'on connaît aujourd'hui de Méliès, de toutes les innovations qu'il a mis en place pour faire des films, il y en a pléthore, je ne vais pas tous les citer, mais vous saviez qu'il avait eu une reconnaissance tardive. Compte tenu de ses mérites visionnaires, n'était-ce pas juste que ce grand novateur reçoive la Légion d'honneur des mains même de Louis Lumière en tant que véritable créateur du spectacle cinématographique? Une décoration d'autant plus honorifique en 1931 que 20 ans plus tôt, une calamiteuse gestion avait précipité ce pur artiste à la faillite, au point d'en être réduit, pour survivre, à tenir une boutique de jouets et de friandises dans la gare Montparnasse. Un job décroché grâce au soutien fidèle de Jeanne d'Alcy, son ancienne actrice fétiche, devenue sa seconde épouse. Méliès finira ses jours dans l'indigence au château d'Orly, une modeste maison de retraite nouvellement fondée par la jeune mutuelle du cinéma. En dehors d'Émile Cole ou Henri Langlois, les amis de Georges se feront très rares. Le cinéma avait-il constaté avec lucidité qu'il y en a ceux qui en vivent et ceux qui en meurent? Et parmi ces derniers, il y a ceux que l'histoire continue d'honorer après leur mort. C'est le cas de Méliès. C'est la fin de cet épisode numéro 3 qui était consacré aux pionniers du cinéma et également à Méliès. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons du cinéma burlesque. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram Let's Talk Cinema by SSP. Ce podcast est disponible sur tous les canaux d'écoute. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!